Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo Une chanson des années 90, un livre. C'est une série que je fais depuis presque un an maintenant, où je prends une chanson française durant une décennie et je fais en conséquence des petits tags en lien avec ces chansons. Et on commence tout de suite. J'avais envie de parler de musicalité en cet été. Tant que je peux parler de musique, je suis contente. Et on commence tout de suite avec la perle des chansons des années 90. J'échauffe la voix, ça promet d'être du spectacle. Je suis un enfant des années 90, donc c'est des chansons que j'ai entendues petites. J'entends le loup, le renard et la belette, on connaît, bref, voilà, vous voyez ce genre de délire. Et la première chanson qui m'est venue, c'est quand même la chanson où, dès que je l'entends, je suis prête à dégainer la bière et le verre qui va avec. Dans la vallée, oh, de Dana. Voilà, dans la vallée de Dana, le livre qui sent bon la Bretagne. Et comment vous dire que j'aime la Bretagne. J'ai un tas de livres qui sont inspirés de la légende celtique, mais un livre qui sent la Bretagne à fond, c'est celui-ci. C'est les contes de Haute-Bretagne et j'ai aussi les contes de Basse-Bretagne qui sont donc édités par Ouest France, qui est une maison d'édition. Quand vous visitez un château, il y a Ouest France, forcément. Et donc c'est par Paul Sébillot. Je crois que les contes de Basse-Bretagne c'est aussi ça. C'est un condensé en fait de contes folkloriques qui étaient dits donc dans les temps anciens. Très intéressant avec ces contes, c'est qu'ils vont être découpés sur plusieurs points. Donc on a les contes merveilleux, les légendes chrétiennes, vu que voilà, c'est des contes qui se situent au Moyen-Âge. Hein. Les fées, les sirènes, les lutins, les chats sorciers, les contes facétieux, les contes animaux et fabliaux. Bref, on a beaucoup de légendes, de contes qui reviennent, et ce que j'adore dans ces livres et ce que j'ai toute une collection, c'est qu'on voit qu'en fonction des régions, les contes sont assez différents en fonction de la territorialité, des légendes déjà en place, mais surtout, on voit même qu'entre la Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne, il y a des différences, mais il y a aussi des liens, et on voit donc que le bouche à l'oreille de l'époque, c'était vraiment transporté en France, notamment, alors c'est pas dans celui-ci, je crois que c'est dans l'autre, où on a un parallèle avec les légendes celtiques, que ce soit irlandaise, que ce soit du Pays de Galles, anglaise, bref, on voit qu'il y a des consonances, des résonances, et plein de contes médiévaux, donc on va autant retrouver des contes qui vont te remettre dans le droit chemin de la chrétienté, c'est-à-dire que voilà, il y a le diable, il faut le combattre et tout, autant des contes avec des fées, des princesses, avec toujours une morale plus ou moins glauque, hein, parce que parfois, même souvent, les contes de l'époque, voilà, c'était pas des Disney pour enfants, on va pas se le cacher. Moi je préfère tout ce qui est fait et tout, mais j'aime bien voir comment une légende arrive à s'exporter dans tout le pays, et notamment c'est assez drôle à dire, mais j'ai visité quelque chose il y a pas très longtemps, un pont, donc un pont où ça serait le diable qui l'aurait construit et tout, une histoire sordide de poulet dans l'histoire, et en fait ce qui est assez drôle c'est que moi je vis en Normandie, et ces contes-là, on va dire avec le diable, les constructions, voilà, qui se déroulent en une nuit et que les personnages essayent de s'en sortir, c'est des choses qu'on voit un peu partout en France et notamment qu'on voit en Bretagne, en Normandie et dans le Nord. Donc c'est assez intéressant. Moi, c'est voilà, c'est ma curiosité, on va dire presque historique parce que ça fait partie du patrimoine français. Mais voilà, si vous adorez les contes, si vous lisez des contes pour le plaisir à la suite comme moi, oui c'est chelou, je sais. Bah c'est le genre de livre qui est plutôt sympa. L'Ouest France, c'est pas de l'édition de petits joueurs. C'est-à-dire que là on a vraiment souvent des historiens, bref, c'est très construit. Ça sent très bien le mec avec son fils, sa femme et son domaine, hein. On est sur un délire de la tribu de Dana, c'est ça quoi, c'est vraiment super cool et je vous le conseille. Quittons la Bretagne pour un air un peu plus espagnol, on peut dire, avec donc la chanson de La Corrida, donc qui est chantée par Francis Cabrel. Je crois que c'est une des chansons préférées de Francis Cabrel. C'est une chanson sur laquelle je vais pas faire de l'humour parce que, pour tout vous dire, c'est une chanson extrêmement triste, extrêmement badante, et quand tu comprends le sens des paroles, voilà, quand t'es petit, tu peux peut-être pas le comprendre, tu te dis oulala la déprime. Voilà, c'est vraiment ça dans cette chanson anti-corrida. Et pour tout vous dire, est-ce que ce monde est sérieux? J'ai vu des fanfares, des gens autour, est-ce que ce monde est sérieux? On se le demande bien Francis, on se le demande bien. Et pour la corrida, j'ai donc décidé de choisir un livre qui défend les causes des animaux, et c'est pas quelque chose que je lis particulièrement parce que je m'instruis pas forcément sur le sujet, et il y a un livre où je me suis dit ça prend à la défense des animaux, c'est un livre que je n'aime pas, mais ça l'apprend même un peu trop grossièrement, on te le rabâche pendant tout le livre. Eragon. Alors Eragon et moi, vous commencez à savoir que c'est pas une relation très agréable entre nous, parce que c'est un livre que j'ai essayé de lire quand j'étais ado, j'ai détesté, en tant qu'adulte j'ai trouvé ça mauvais, mais Eragon, pour le coup, il te met des
couches et des couches et des couches du fait que Eragon ne mange pas de viande parce que c'est pas bien pour les petits animaux et voilà, il est végétarien. Alors ce qui est vraiment bien parce qu'à l'époque je pense qu'on n'avait pas tellement de personnages qui présentaient ce genre de conditions. Dire que quand il y a des elfes dans le récit, même Tolkien, je crois que Tolkien met toujours en avant que les elfes mangent pas de viande quoi, il y a toujours d'autres choses, mais là pour le coup c'est un peu lourd, c'est-à-dire qu'Eragon il fait « Ah non je ne mange pas de viande, ah non je mange pas de viande, oh je suis végétarien » 15 fois qu'on te le dit. On dirait vraiment un cliché de vegan qui dit je ne mange pas ça à toutes les sauces. Bref, c'est vraiment le cliché du végétarien qui te fait la leçon en disant c'est pas bien. Eragon est un peu saoulant. Il a ses façons de penser, c'est cool, mais c'est vrai que quand tu en mets des couches, je trouve que ça fait un peu propagande dans le livre parce qu'on s'adresse quand même à des enfants et l'auteur dit c'est pas bien. Je pense que les enfants déjà quand t'es jeune, tu n'as pas forcément le choix de ton alimentation et tu ne sais peut-être pas équilibrer tes repas surtout et je trouve ça un peu c'est de la propagande quoi, donc d'une certaine manière, mais voilà, au moins Eragon te le répète 14 fois, donc s'il y a bien une chose à retenir, c'est que Eragon ne va pas manger une petite cuisse de dragon, ça c'est pas dans ses habitudes, et c'est pas dans les miennes non plus, pour tout vous dire, mais c'est vrai que c'est un peu saoulant, mais bon, c'est une tentative de défense de la cause animale. Après, dans le livre, c'est vite exténuant à la lecture. Si tu le permets, déjeuner en paix. Que le mec était à bout, il s'est dit je vais écrire une chanson là-dessus, je veux exprimer ce fait que certaines personnes ont besoin de calme, voilà, au petit déjeuner. Je ne fais pas partie de ces personnes, je fais partie des personnes qui parlent et qui font chier les autres dès le matin et on adore ça. Il y a des livres qui sont tellement intéressants que t'as pas envie d'être dérangé pendant ta lecture, tu trouves des excuses vis-à-vis de tes proches pour ne pas leur parler dans la journée. Est-ce que tu es misanthrope et c'est ce que tu fais habituellement? Mais il y a des moments où tu as envie d'être seul pour profiter de ton livre et il y a un livre où je me suis dit personne ne me parle. Voilà, personne ne me parle, je suis dedans, je m'exclus, ne me regardez pas, ne me voyez pas, je n'existe plus. Parmi plusieurs exemples que je vous ai déjà parlé, il y a un livre que j'aime beaucoup et que je vois jamais sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est vraiment une perte parce que ce livre j'ai adoré. Il s'agit donc de The Girls de Emma Cline, donc chez 10-18. Je ressors aussi parce que j'ai regardé il y a pas longtemps Once Upon a Time in Hollywood, donc le dernier Tarantino, qui se passe donc dans l'âge d'or, on va dire hollywoodien, et il y a un lien avec ce livre. Donc The Girls, la couverture est plutôt cool, c'est l'histoire fictive basée sur des faits réels, un peu compliqué mais je vous explique, d'une jeune fille donc qui est une personnage de fiction mais les autres personnages vont exister dans la réalité. On suit donc une jeune fille qui est sur deux temporalités, elle jeune donc du genre 14-15 ans et elle plus âgée. Au début on la suit plus âgée où elle recueille un groupe de jeunes gens qui vont découvrir son identité et qui vont donc lui poser des questions, et plus jeune on va donc suivre cette jeune fille qui est dans les années 70, qui se fait chier un été et qui va tomber sur Suzanne. Alors je crois qu'elle s'appelle Suzanne, oui, dans le récit, et qui va tomber red dingue, sauf que Suzanne n'est pas une personne très recommandable. Elle vit dans une ferme, voilà, avec un groupe sectaire. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire quel groupe c'est? C'est un livre qui parle de The Family, donc de la secte de Charles Manson, à l'origine du massacre de Sharon Tate. Bref, Once Upon a Time in Hollywood, que je vous conseille, en parle aussi, et bien sûr réécrit l'histoire, et c'est assez jouissif et triste à la fin. J'ai eu très très peur pendant tout le film, parce que je me suis dit, si je vois cette scène qui me traumatise déjà, à la lecture et tout, je n'ai pas envie, mais bon, le film a pris une direction qui est très agréable. The Girls, c'est un livre qui est passionnant parce que ça traite de faits réels mais avec d'autres noms inspirés réels, et ça a pris le parti de parler des filles particulièrement dans ce groupe on va dire particulier. On a souvent parlé du gourou beaucoup plus dans des livres et tout. La même année je crois qu'il a sorti California Girls, que je ne l'ai pas lu, mais il y a eu 2 textes on va dire sur ces filles. C'est assez intéressant parce que pour ceux qui s'intéressent un peu au true crime, c'est un livre qui parle en fait un peu du délire qu'il y a eu autour de ces femmes qui étaient mais vraiment complètement lobotomisées. Elles ont défendu leurs actes jusqu'à la fin, elles se tenaient la main, elles ont rigolé au procès, c'est effrayant, et donc on suit ce personnage qui rentre là-dedans, qui subit, alors c'est un livre qui est hyper violent sur plein de choses, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais j'ai été dedans, j'ai frissonné dedans, je savais pas du tout comment ça va évoluer jusqu'à la dernière page, tu sais pas, voilà, tu sais pas ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va pas faire, jusqu'où on va aller.
et c'est assez passionnant et ça prend le point de vue en fait de ces femmes, comment elles sont arrivées là, tout en fait le côté aussi un peu tragique on va dire de ces filles. Bref, c'est un livre que je vous conseille énormément si vous êtes intéressé par ça. C'est un livre fictif basé sur des faits réels on va dire, mais pour ma part ça a été une sacrée claque dans mon visage et j'ai vraiment adoré et ce livre a laissé une trace, je m'en souviens énormément et il y a vraiment tout un effet poisseux des années 70, chaleur écrasante des États-Unis, ça se passe en Californie normalement. Bref, c'est un livre qui m'a particulièrement marqué parce que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, d'où on allait et je me suis dit oula d'accord, ce livre m'a un petit peu traumatisée, on va pas se le cacher, mais il est très bien. Diego, libre dans sa tête. On passe ensuite à notre petit Jojo national avec Diego. Alors Diego et moi, je ne vous ferai pas l'honneur de chanter parce que je n'aime pas chanter devant la caméra, parce que vous foutez toujours de ma gueule, voilà pour tout vous dire. Mais Diego, c'est une de mes chansons préférées de ma vie, de mon sang. Voilà, j'aime Diego qui a été chantée par plein de personnes différentes, avec plein de versions différentes, mais celle de Johnny a un côté particulièrement déchirant. Diego, pour le coup, c'est un peu un monument de la chanson française, pour moi, voilà. Et notre petit Diego, qui est libre dans sa tête, rappelons-le, ça m'a fait penser à un livre qui a subi la critique ou la censure. Et il y a un livre que j'ai adoré, et donc qui est un livre que vous avez sûrement lu parce que c'est un classique qu'on lit souvent à l'école. Subit donc un procès assez retentissant de censure et médiatique. Je parle donc des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. C'est le seul recueil de poésie que j'ai apprécié, je pense. Je suis pas une meuf à poésie, voilà, on va pas se le cacher. Je détestais ça, je détestais en écrire, je détestais en lire. Je suis pas une meuf à ça, on va pas se le cacher. Les petites fleurs, on chante, on fait des vers, des rimes. Non, moi faut aller droit au but, voilà, les romans et la prose, voilà, je préfère ça. Mais pour le coup, Charles Baudelaire et les Fleurs du Mal, parce que bon, vous vous doutez bien qu'en études de lettres, j'ai forcément dû passer par la poésie, même si je me suis battue, hein. J'ai vraiment évité tous les cours où il y avait de la poésie. J'ai tout fait pour, mais bon, il y a des moments où tu peux pas y échapper. Mais Charles Baudelaire, les Fleurs du Mal, c'est un texte qui j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que c'est le seul poète que j'aime parce qu'on va dire qu'il est un peu malade dans sa tête, qu'il est dépressif, suicide, voilà, il y a beaucoup de choses extrêmement sombres dans les Fleurs du Mal. C'est un poème aussi que je comprends, voilà, les Fleurs du Mal, c'est un truc où je pense que je comprends un peu plus Baudelaire que d'autres poètes, il y a aussi cette clé de compréhension. Il me parle et j'ai toujours aimé ça, j'ai eu un coup de cœur sur plein de poèmes. Charles Baudelaire et moi ça passe bien, voilà, on est sur un côté où le dark Sasuke de la littérature me plaît bien, pour tout vous dire. Et ce qui est assez drôle, c'est que Charles Baudelaire, c'est trash, hein. C'est-à-dire que je vais vous donner une anecdote de cours. On a été en fac de lettres, on faisait de la stylistique, donc voilà, tout ce qui est un peu grammaire et ce genre de choses, et on est tombé pendant un examen sur un texte de Baudelaire et on va dire que c'était un texte très particulier où le personnage aimait les enfants, voilà, d'une manière un peu trash et pour le coup c'était très gênant et je me suis dit, moi je l'ai lu comme ça, comme étant une déclaration d'amour un peu condamnable par la justice. Et j'ai pas voulu faire une partie sur le sujet parce qu'il y avait plein de choses à faire, donc je l'ai juste mentionné dans une phrase et voilà, vite fait et tout. Et lors de la rendue des copies, le prof a dit que la majorité de la classe n'avait pas compris le poème. Non, c'est pas que la majorité de la classe n'a pas compris le poème, c'est que la majorité de la classe s'était pas attendue à ce qu'on doive disserter sur un texte si gênant que ça, voilà, qui traite voilà, de ce sujet. Donc voilà, ceux qu'on dit, comme moi, quelques phrases sur le sujet, bah ils ont eu une plutôt bonne note, le reste ils ont pas eu la moyenne parce que bah ils étaient trop gênés pour ça et on peut les comprendre. Les Fleurs du Mal, voilà, ça porte bien son titre, c'est la beauté dans le mal en fait, d'une certaine manière, et c'est ce que j'aime. Et voilà, Charles et moi on est... je suis très admirative et c'est un personnage qui est très intéressant à étudier. Donc les petits jeunes qui se plaignent de lire du Baudelaire au lycée, ne vous plaignez pas. Il y a tellement pire en poésie, sachez-le, il y a tellement pire. Et vos profs, la plupart du temps de français, ne vous l'infligent pas. Donc ça, remerciez-les pour ça. Tout est chaos à côté. Oui, Mylène Farmer, excusez-moi, je m'emporte parce qu'avec Mylène, c'est ma passion.
j'ai tellement de passion musicale. Si je dois citer une des stars, voilà, sur mon top 5 des stars françaises, Mylène Farmer, j'ai un truc avec Mylène Farmer depuis que je suis petite, notamment parce qu'il y avait les clips qui passaient très tard le soir sur MTV, je me souviens quand j'étais gamine, pas avant 22h, les clips non censurés de Mylène Farmer, et quand je les voyais j'étais en mode oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, je suis admirative notamment du Mylène Farmer des anciennes années, un peu moins maintenant, que ce soit Libertine, Désenchantée, dis maman, pourquoi je suis un garçon? Cette phrase m'a traumatisée pendant une partie de mon enfance, et voilà, tout c'est, pourvu qu'elle soit douce, bref, vous voyez, j'aime ses clips, j'aime beaucoup le personnage de Mylène Farmer, pour tout vous dire que c'est construit, et je trouve ça toujours hallucinant, les foules de gens qu'elle ramène, hein. C'est un peu notre Lady Gaga nationale, parce que les concerts de Mylène Farmer, il paraît que c'était quand même à l'époque quelque chose, et donc Désenchantée, c'est une chanson qui est assez triste, et j'ai jamais vraiment compris le sens quand j'étais gamine, maintenant ça va, j'ai quand même réussi à passer cet état. Elle l'a déclaré, c'est sa façon de voir la nouvelle génération qui est désenchantée par le monde. On a été dans une époque, voilà, dans les années 90, il y a eu vraiment une prise de conscience, ça a été un peu le cas aussi dans les années 80, mais d'un désenchantement du monde sur plein de choses, que ce soit au niveau de la guerre, des maladies, vous voyez le sida et tout, bref, il y a eu plein de choses qui ont désenchanté cette génération, et la nôtre, je veux pas dire qu'elle était beaucoup plus enchantée, parce qu'en ce moment on est désenchanté des actions de les générations précédentes. Ça m'avait pensé à un livre qui m'a désenchanté, un livre où tu as premièrement apprécié ton livre, maintenant tu es un peu désenchanté sur ce livre. Alors on va parler d'un sujet très touchy, hein, là on rigole plus, c'est un truc qui est assez su, souvent on me le répète en commentaire si je le sais, bah oui en fait c'est un des secrets les moins gardés de l'édition, donc on le sait. La plupart des gens le savent, et c'est une affaire qui est compliquée parce qu'il n'y a pas eu de jugement en justice, et donc c'est reposé que uniquement sur des témoignages. Mais donc je parle de Dame du Lac de Marion Zimmer Butler, que j'ai adoré. C'est un livre que j'adore, notamment les deux premiers, c'est des livres que j'adore, et ça parle de légende arthurienne du point de vue féminin. Bref, c'est vraiment, ça a été un de mes coups de cœur d'adolescente les plus forts. C'est un livre que je recommande en état de livre, mais dont je dois toujours dire un warning, voilà, quand je parle, parce que c'est important de le souligner. Des fois on essaye de faire de la cancel culture pour un peu tout et n'importe quoi, mais là pour le coup c'est quand même très hard. Donc Marion Zimmer Bradley est décédée et elle a été accusée par ses propres enfants, voilà, vous voyez où ça va, d'agression sur leur personne quand ils étaient mineurs, voilà. Donc le sujet est très hard, et il n'y a pas qu'elle, il me semble, dans les... Alors j'ai lu l'affaire judiciaire il y a très longtemps, mais voilà, il y avait tout un truc... que les enfants ont subi. Il n'y a pas eu de procès parce que Marion Zimmer Butler, elle était accusée après son décès, je crois, ou juste avant son décès, donc il n'y a jamais eu de procès où il y a pu avoir un coupable qui a été désigné, mais il y a beaucoup de témoignages et ça tient la route. Marion Zimmer Bradley est pas une bonne personne, voilà, on va pas se le cacher, mais qui a écrit des bons livres, donc c'est le genre de livre où t'as adoré, et pour le coup moi ça a été après coup que ça s'est su, parce que quand j'étais ado je le savais pas du tout, je suis même pas sûre que c'était, on le savait, voilà, que c'était su à l'extérieur, mais pour le coup j'étais désenchantée de ma lecture. On parle quand même des choses les pires, je pense, qu'on puisse faire à un être humain. Je pense qu'il y a une différence entre les auteurs qui ont eu des propos très déplacés il y a un siècle, on va dire, ou il y a 50 ans, dans une époque qui était comme ça, et des gens qui ont commis des actes il y a pas si longtemps, et voilà, on peut pas comparer, c'est même pas comparable, même si c'est horrible dans les deux cas, mais là pour le coup c'est quand même très trash. Donc voilà, j'ai été assez désenchantée de ma lecture. Il y a La Ténébreuse que je voulais lire depuis très longtemps parce que c'est son œuvre de fantasy, mais pour l'instant ça ne me tente pas du tout parce que ça me dégoûte un peu beaucoup. Pour l'instant Marion Zimmer Bradley c'est pas ce que je vais lire dans l'immédiat, mais voilà, malheureusement tout est chaos, Désenchantée c'est un peu la raison de ce livre. Laisse-moi zoom zem dans ta Benz. Alors je pouvais pas parler des années 90 sans parler de NTM, je pense, parce que ça a été pas le début du rap, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à écouter du rap. Le rap s'est un peu démocratisé à cette époque-ci, et NTM c'est quand même... NTM, on va pas déconner, voilà, moi je suis partisane du vieux rap français. Il y a du rap français que je suis pas très fan, on va dire, je préfère le rap américain, voilà, mais ou le rap russe de temps en temps. Je ne suis pas très friande de ce qui se fait aujourd'hui, à part quelques personnes, et je considère pas ça comme du rap parce que maintenant je suis pas sûre que ça soit du rap, j'ai l'impression que c'est de la variété française, voilà, c'est la nouvelle variété française, mais NTM, My Benz, ce n'est pas une chanson sur la Mercedes-Benz, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'en doute, mais c'est une chanson qui parle en fait d'un homme qui veut avoir des relations avec une femme, voilà, et qui l'appelle depuis sa voiture, on va dire, un petit peu comme ça. C'était en plus une chanson
qui est hyper cool parce que malgré le côté, c'est un clip qui a fait vachement fureur à l'époque parce que bah, c'était un peu hollé, et c'est une chanson qui est hyper cool parce que le vocabulaire qui était utilisé, c'était vraiment un vocabulaire qui n'était pas maîtrisé par les classes moyennes et les hautes classes, on va dire, en France, qui était vraiment maîtrisé par les classes populaires et notamment les classes, on va dire, des quartiers, un petit peu. Ça montrait qu'il y avait plusieurs langues françaises et qu'elle n'était pas maîtrisée par tous. Et voilà, bon, moi j'aime beaucoup les histoires de langue et tout, et j'ai trouvé que c'était quand même un coup de force. Et donc cette chanson, bah, laisse-moi zoom zoom zem dans ta Benz Benz Benz. Je vais donc parler d'un personnage qui veut zoom zoom Benz dans sa Benz Benz Benz. C'est très compliqué à dire. Et j'ai donc cherché un livre où bah ça ken, on va pas se le cacher. Et à la recherche d'un personnage en particulier, je me suis dit mais il y a des livres, mais c'est que ça. Et donc je vais vous présenter un livre qui est essentiellement composé de Benz Benz Benz, voilà. Il s'agit donc de Les Ombres de la Nuit de Critchley Cole. Alors je critique comme ça, mais c'est une lecture que j'ai assez appréciée parce que je m'en moque énormément, mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même une mythologie qui est hyper cool derrière, et en fonction des tomes ça complète. Alors c'est totalement de la romance beat-lit fantasy, où on suit donc un monde où il y a plein de créatures, il y a des vampires, il y a des lycans et il y a des valkyries. C'est vraiment moi le point fort, c'est qu'on a un personnage de la mythologie qui est pas forcément exploité, où chacun va avoir sa dynamique, et donc il y a des histoires entre les deux où ils vont zoom zoom zem dans leur Benz 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 respectives, et ça fait des étincelles, voilà, et c'est assez drôle parce que c'est totalement un cliché de romance où il y a des prouesses que tu te dis oh là là, l'autrice s'est emballée. Moi ça me fait beaucoup rire. Typiquement c'est le genre de livre que j'aime lire en détente parce que bah, pour moi c'est comme si je regardais une comédie un peu humoristique. Voilà, je lis pas comme un livre de romance, mais ah oui, Les Ombres de la Nuit c'est particulier. Mais en plus, vraiment au niveau de la représentation et des genres et tout, c'est catastrophique. Et c'est un plaisir malsain que j'ai parce que des fois je me dis, est-ce qu'on va aller jusque là? Est-ce que ça va aller jusque là dans le ridicule? Et en même temps, je trouve qu'au fil des tomes, et notamment plus on avance, il y a des tomes qui s'en mêlent. En fait, il y a une histoire voilà, qui se construit un peu sur une pseudo-apocalypse qui est plutôt intéressante avec des personnages récurrents. Il y a des personnages qui sont vachement intéressants. Bref, il y a quand même une question d'originalité dans ce texte qui est assez surprenante au vu de la trame narrative, on va dire. Mais non, on peut avoir des plaisirs coupables, et celui-ci c'est un plaisir coupable, mais c'est vrai que sur le coup, quand tu vois ça, t'as pas l'impression que ça va être... Voilà, t'as l'impression que ça va être plutôt de la fantasy, mais vraiment, c'est je pense une des séries de beat-lit où il y a le plus de holley que je connais, mais c'est holley drôle. Si tu aimes un peu te fendre la poire sur ces descriptions de mâles virils décuplés, sur ces femmes fatales décuplées, et sur leurs relations de leur Benz un peu tiré par les cheveux, parfois tu dis est-ce que c'est possiblement physique ou pas, mais ouais, non, c'est assez drôle, donc j'avais envie d'en parler parce que ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Il faut que je lise, je crois qu'il me reste 2 intégrales, ça se lit comme une petite lait, ça se lit très vite. J'ai glissé mes yeux sous sa robe de gitane. On part dans les comédies musicales, on m'a perdu. Alors voilà, les comédies musicales dans les années 90, c'est un peu mon talon d'Achille. Je vais pas vous faire l'affront de le faire parce que je les connais par cœur, et en plus je joue la comédie musicale, je ne fais pas que la chanter, donc ce qui fait que quand je suis en voiture, c'est un peu gênant quand on est à un feu rouge, pour vous dire. Mais Belle, alors Belle, c'est un livre avec une couverture somptueuse, et c'est un livre que je n'ai pas lu et que je n'ai pas la capacité de lire. Je l'ai eu un moment, mais j'ai beaucoup perdu, on va dire, dans cette langue, mais j'adore. En fait, je l'ai trouvé en occasion, je crois, celui-ci, et je trouve la couverture belle, voilà, pour tout vous dire. Et on pourrait avoir une robe de gitane, même si là c'est pas le cas. Donc il s'agit de Fuga dal Paese delle Meraviglie, la vera storia della Regina di Cuori. Alors j'ai perdu un peu mon italien, je suis désolée, de Elisa Puricilli Guerra. C'est un livre, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, et j'adore cette couverture, j'ai craqué sur cette couverture. Regardez-moi le travail éditorial, c'est magnifique, on va pas se le cacher, voilà. Il y a des gens qui font du très très bon boulot, et là c'est le cas. En général les couvertures italiennes sont très très belles. Alors le hardback est comme ça, mais pour le coup celle-ci est vraiment sublime, hein. Ça va même jusqu'au travail des rabats qui sont beaux, hein. Tout est beau, et malheureusement j'ai réessayé de le lire. Alors je pense que c'est un livre pour
pour adolescents, voilà, c'est pas très long, mais on va dire que l'italien, je le parlais très bien au lycée, c'est une langue qui est très facile à apprendre, mais qui est très facile à oublier aussi. Ouais, je dois déchiffrer tous les mots, c'est un peu compliqué, j'ai manque de vocabulaire, mais un jour je compte bien m'y remettre à l'italien parce que c'est une langue que j'aime, c'est un pays que j'aime l'Italie. Pas que pour les pizzas et les pâtes, rassurez-vous, aussi pour le risotto, voilà. Mais je trouve qu'il est magnifique, j'avais envie de vous le montrer parce que comme je peux pas vous le présenter, il est vraiment à croquer, comme on peut le dire. Quittons les cloches de Notre-Dame pour partir éteindre la lumière. Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Attention, alors là, je vais pas vous parler de 50 nuances de Grey, rassurez-vous, mais je vais vous parler d'un livre porté par un personnage sombre. Et je vais enfin vous reparler de ce livre. J'ai eu beaucoup de mal parce que je voulais vous en parler et en même temps, là je pense que j'ai un peu tourné la page de mon deuil littéraire. Ça fait très longtemps que je vous ai parlé de Berserk. Pour une raison assez logique, pour ceux qui ne connaissent pas, Berserk c'est un manga de Dark Fantasy, c'est le meilleur manga du monde, voilà, point à la ligne. Voilà, c'est mon manga préféré de Kentaro Miura. Kentaro Miura nous a quittés il y a peu, et j'ai eu beaucoup de mal avec cette nouvelle, pour tout vous dire, parce que c'est quelqu'un que je respectais énormément, notamment au niveau de son travail, j'ai regardé beaucoup de reportages, et Berserk... Pardon. Voilà, Berserk me touche énormément. C'est une œuvre qui me bouleverse et donc j'en suis au tome 23 parce que j'étais partie du principe de lire beaucoup moins vite parce qu'il y avait une publication beaucoup plus lente. Malheureusement, à cause voilà, du décès de l'auteur, il y aura pas de publication et a priori ce que j'ai pu lire c'est que ça se finit à un arc, voilà, ça pourrait se finir comme ça et mine de rien je ne suis pas sûre que quelqu'un aurait la capacité de reprendre parce que il y a des génies dans le monde. Kentaro Miura était un génie, je veux dire, je suis pas sûre qu'un mangaka serait capable de reprendre le travail de Kentaro Miura. Je ne dis pas ça pour exagérer, vraiment. Ce mec, c'est l'histoire, les dessins, et je peux pas vous montrer en fait l'intérieur de Berserk, si là peut-être, les détails et tout, c'est oufissime. Il y a un avant et un après Berserk je pense quand tu lis, notamment quand tu lis des mangas. Alors Berserk c'est une histoire qui se découpe en arcs narratifs, donc la première arc est pas forcément le plus intéressant, c'est après. L'histoire principale on suit le Guts, alors Guts c'est un personnage sombre, c'est pour ça, qui est donc un berserker, donc vous savez bien ce qu'est un berserker. Guts c'est un jeune homme qui a eu une vie très compliquée, pour vous replacer et vous dire que Berserk c'est pas pour les enfants, et vraiment c'est que je vous dis ça, c'est pas pour les enfants. Il y a des scènes qui sont très traumatisantes, il y a des choses que j'ai lues, j'ai jamais lu des choses aussi violentes que ça, même Sade n'a pas réussi à faire pire que ça. Et donc on suit Berserk, sa mère a accouché de lui quand elle était pendue. Vous voyez le genre de truc. Il va être recueilli par une troupe, on va dire voilà, une troupe, et il va subir le pire qu'un enfant puisse subir, jusqu'au jour où il va rencontrer donc un jeune homme qui décide un peu de conquérir le monde à sa manière, et ils vont construire une amitié. Je vais pas vous en dire plus, mais j'ai pas les mots pour Berserk. Je pense qu'il y a pas de mots pour décrire Berserk, comme quoi c'est tellement bien dessiné. C'est tellement triste, c'est tellement violent, c'est tellement... je ne sais pas jusqu'où l'auteur va aller. Il y a tellement de réinterprétations. Ensuite, il y a un personnage qui est apparu depuis, on va dire, 5-6 tomes, qui est une réinterprétation de Jeanne d'Arc, tellement bien faite. Il y a tellement de sujets qui sont traités, qui sont critiqués. Un dessin peut te créer un malaise profond, et en même temps, tu vois, tu peux avoir des dessins hyper jolis. Je veux dire, Berserk a des dessins hyper jolis, et avoir des choses immondes. Il y a une histoire d'amour. J'ai pas les mots, voilà, pour tout vous dire, mais c'est très triste. Voilà, c'est très triste, c'est très beau, et ça sort tellement de choses, il y a tellement de sujets qui sont traités. Bref, Berserk c'est, je pense, une de mes œuvres préférées, notamment en manga, c'est de loin mon manga préféré. Après Berserk, tout me paraît un petit peu gris, on va dire. J'aime bien les seinen hardcore, en fait, je m'en suis rendu compte à la lecture, et le seul que j'ai lu et que j'ai adoré un peu, bon pas du tout dans la même veine, mais qui m'a provoqué un peu le même genre de sentiment, c'est Rainbow, qui est, donc il faut que je continue, qui est sur le milieu carcéral, mais au moins, c'est vrai que après Berserk, quand tu commences un peu par ça, mais il faut pas commencer par Berserk pour le manga, parce que tu commences par le caviar du manga, donc c'est un peu compliqué. Il y a pas, pour moi, il y a rien de mieux qui a été fait, donc voilà. C'est un personnage sombre, c'est un univers très sombre, et je tiens à le dire, c'est un univers extrêmement sombre, c'est pas pour exagérer les trucs, les Glenn Cook et tout ça,
à côté c'est du pipi de chat. On va pas se dire, j'ai jamais lu un livre de dark fantasy qui était aussi dark que Berserk, et jamais un livre de dark fantasy qui était aussi bien que des Berserk de toute manière. C'est pour ça que je suis très difficile en dark fantasy, parce que je pense que j'ai lu un des trucs les mieux qui a été fait sur le sujet. J'ai accepté par erreur ton invitation. Oui, je me suis gourée dans l'heure, je me suis plantée dans la saison. Je parle donc des livres que j'ai lus, on va dire, un peu par erreur, qu'on m'a offert ou que j'ai choisi sans jamais vraiment savoir ce que c'était, et que c'était un peu une erreur de les avoir lus. J'avais envie de vous parler de ce livre-là, j'en parle de temps en temps, mais j'aime bien faire de la prévention parce que c'est de la jeunesse et que je trouve que c'est important de dénoncer aussi ce genre de publication. J'ai accepté par erreur de lire La fille de Braise et de Ronce. Alors ce livre, je me souviens à peu près comment je l'ai acheté. Et la collection R était hyper populaire, c'est un peu à l'époque où je commençais à consommer du booktube, où tout le monde parlait de la collection R, j'avais lu La Sélection, j'avais voilà, ce genre de récit qui était très très à la mode avec, par les youtubeuses que je suivais. Et donc la collection R, j'y allais un peu les yeux fermés parce que c'est vrai que la collection R, pour l'époque, pour les ados, bon, même si maintenant je trouve que c'est quand même assez fade et que voilà, c'est pas la plus évoluée, c'était plutôt cool quoi. Maintenant je suis plus du tout ce qu'ils font, mais pour le coup, donc je suis allée un peu les yeux fermés avec La fille de Braise et de Ronce, sachant que c'était un livre de fantasy et que les couvertures étaient plutôt cool. C'est des couvertures, voilà, bon, au début c'était comme ça, donc c'était pas très très belle. Et puis le pitch de départ était plutôt sympa. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc la princesse Elisa, la princesse d'Oroval, qui est donc l'unique héritière et qui porte en elle, dans son nombril je crois, une pierre sacrée, donc un peu un côté déifié de la personne. Un peu déçu son peuple, on va revenir sur ça après, et donc elle va être envoyée pour épouser un prince qui a 20 ans plus qu'elle, et dans un côté désert, il y a c'est un peu oriental, et ça pas su me plaire. Donc vraiment c'est que le livre, il y a des problèmes pour moi, et tout va bien, du moins... le livre au début ça va, bon bref, si elle se fait bolosser et puis que dès le début tu vois qu'en fait elle ne plaît pas aux hommes, elle ne plaît pas à son peuple parce qu'elle est grosse, voilà, et elle va être kidnappée dans le désert, elle va pas bouffer pendant 15 jours et elle va perdre du poids, et là tout le monde va lui dire mais en fait elle est vachement belle et intéressante. Grossophobe mais comme pas permis, je sais, mais c'est sorti quand? Parce que bon, même si c'est ça, c'est sorti il y a 10 ans, en 2012, et en 2012 c'était il y a pas si longtemps, et j'étais un petit peu choquée de ce que j'ai lu, et c'est de pire en pire. Je me souviens que le 3e tome, en fait on me les a offerts après, parce que quand je l'ai acheté, on m'a offert la suite sans que j'ai encore lu le tome 1. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Mais les relations, elles sont catastrophiques, elles sont basées uniquement sur le physique. Et depuis quand un personnage va devenir intéressant et va avoir un intérêt dans une intrigue historique parce qu'elle a perdu 10 kilos, je ne sais pas. Bref, c'est lamentable. Je sors des mots très violents, c'est lamentable, c'est même dangereux pour les jeunes. Vous imaginez, alors moi je crois que je l'ai lu parce que si c'était en 2012, je devais vers 17-18 ans, tu lis ça quand on a 13-14. Qu'est-ce que c'est comme... Alors déjà quand on a 18 ça c'est choquant, mais qu'est-ce que ça te donne comme message exactement? Ça me choque un peu que les éditeurs aient laissé ce genre de publication, parce que là pour le coup c'est vraiment une bouse immonde là-dessus, et ça gâche tout le roman parce qu'en fait autour c'est une intrigue qui avait l'air plutôt intéressante, mais pour qu'un livre avec des princesses, des mariages et de la fantaisie orientale ne me plaise pas à cet âge-là, c'est que y a quand même un problème. Je suis pas pour jeter les livres, mais ça c'est absolument... N'achetez pas ça à vos ados, je vous en supplie. C'est vraiment une bouse immonde avec des messages immondes et un livre qui est même pas très très bien. C'est un peu le livre sur lequel j'aime taper. Mais on va parler donc à Saez, jeune et con, vieux et fou, les ponts et tout le monde s'en fout, je me souviens plus très bien des paroles, mais donc Saez, c'est donc la seule chanson que j'apprécie de cet artiste, mais jeune et con, bah c'est pas très compliqué de trouver une question, on va me trouver un personnage qui est jeune et con. Un que j'ai lu il y a pas très longtemps, j'ai apprécié le livre, mais putain, qu'est-ce qu'il est con sur les bords. Je parle de Garion dans La Belgariade, le gamin n'a pas inventé l'eau chaude, pour tout vous dire. Donc La Belgariade c'est un classique de la littérature young adulte, jeunesse, on va dire de la fantasy, parce que moi je classe vraiment ça comme plutôt de la jeunesse. Donc on suit donc un jeune homme qui a 15 ans, qui vit avec tante Polguera dans une petite chaumière au fin fond d'un petit village. Quand il est plus jeune, il y a un mec qui vient et qui lui dit « Attends mon gars, je reviens dans quelques années et puis il y a quelque chose qui va se passer ». Il attend.
Et donc un jour, il part du jour au lendemain à suivre une grande quête parce qu'il est au cœur, il est l'élu d'une grande quête, voilà, avec une orbe volée par le dieu Thorak, bref. Toute une histoire compliquée, mais Garion, c'en est même drôle, hein. Il est jeune, donc il a 15 ans, mais il est un peu naïf et con sur les bords, c'est-à-dire que on le tient par la main, on le balade, et le gamin, il pose de temps en temps une question, puis quand on lui répond pas vraiment, il est ouais, ok, d'accord. Je sais pas, moi on t'emmène, on te met en danger, tu sais pas, tu poses des questions, tu t'instruis, mais Garion, c'est vrai qu'il est un peu con sur tous les bords, dès qu'il y a une fille, il fait oh je sais pas comment me comporter, oh je sais pas ce que je dois faire. Bon, il est un peu niais, mais il est attachant pour ça, mais c'est vrai qu'à 15 ans, il a pas inventé l'eau chaude. C'est assez drôle parce que souvent les personnages en fantasy, on a tendance à les vieillir dans leur tête. Quand ils ont 15 ans, ils ont des réflexions de gens qui ont 20 ans, une capacité à gérer les situations un peu comme des gens de 20 ans en moyenne. Là, c'est vrai qu'il a 15 ans, mais je trouve que Garion, il est un peu enfantin, hein. Je trouve que son âge mental est plus sur du 11-12 ans, sur ses manières de réfléchir en littérature. Bon, c'est peut-être plus réaliste, mais c'est vrai que... Oh purée, j'espère que tous les jeunes de 15 ans sont pas comme ça, parce que sinon on est un petit peu mal barré. Mais à 15 ans, sans vantardise, hein, je posais des questions, j'essayais de comprendre les choses, je n'étais pas que passive. Faut le tenir par la main, le gamin, et pour avancer, mais je l'aime quand même pour ça. Ça donne un côté attachant au personnage. Et pour ma part, le vieux est fou. Il y a un vieux dans l'histoire. Bon, il est pas très fou, mais c'est vrai que parfois il est un peu en mode on va faire ça, et je me dis, du point de vue extérieur, tu regardes le gars, tu fais ok d'accord, bon, on va faire ça, mais c'est plutôt sympa, surtout qu'en ce moment je suis en train de lire Belgarath, donc qui est le personnage vieux dans l'histoire, et que ça me plaît beaucoup, qui est un peu sur la cosmogonie, donc ça donne encore plus de clés de compréhension pour la Belgariade, mais voilà, je voulais en finir avec cet ouvrage. On va finir avec le petit concon de Garion, et on va en finir avec la vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'est une histoire de vous présenter des livres de manière plutôt... cool, on est au mois de juillet, je me doute bien que là, en espérant qu'il fasse beau, mais là on est fin juin, et pour tout vous dire, il n'a pas eu de soleil depuis 10 jours en Normandie, et on adore ça, il pleut constamment, il y a de l'orage constamment, donc je me dis pour l'été, les gens ils vont peut-être en profiter et pas regarder forcément YouTube, mais au moins pour ceux qui n'ont rien à faire de leur été, ça les occupera, on fait des petites vidéos lèges, et puis on reprendra sur des bases peut-être un peu plus construites à la rentrée, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, n'hésitez pas à reprendre ce tag si ça vous fait envie. Je vous le dis toujours, si vous avez envie de reprendre des vidéos, n'hésitez pas, faut juste me dire si c'est moi qui les ai créés, les concepts, le dire en barre d'infos, parce que le plagiat c'est pas très cool, hein. Je vous vois, mais c'est plutôt, voilà, c'est juste une phrase, hein, et j'essaye moi de le faire, au moins de le dire à l'oral. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.